Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Club des Petites Villes de demain, troisième rendez-vous de cette semaine thématique sur la revitalisation commerciale que nous avons construit avec le ministère de l'Économie, de la Transition écologique et la Banque des Territoires. Donc aujourd'hui, nous allons traiter des outils pour lutter contre la vacance commerciale avec la participation, et je les en remercie très chaleureusement, de nombreux partenaires du programme, et donc CCI, CMA, Initiative France, mais aussi les établissements publics fonciers représentés aujourd'hui par l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Je suis Juliette Ricos, directrice du programme Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc nous avons hier, en compagnie de Pierre Jarlier, été dans l'Aisne pour entendre le témoignage du maire de Chauny, Monsieur Liévin, avec de nombreuses interactions et dialoguer avec différents experts du commerce. Et lundi, j'avais le plaisir de vous accueillir pour cette semaine après une ouverture par les ministres et les témoignages de Madame le maire de Lillers et de Monsieur le maire de Grenade-sur-Garonne. Donc aujourd'hui, avant d'entrer dans la présentation de la boîte à outils pour lutter contre la vacance commerciale, on vous propose de se diriger vers le Rhône avec le témoignage de la communauté de communes du pays de l'Arbrel. Donc je salue Monsieur Vénard, maire de Bully, qui est donc dans une communauté de communes et qui est inscrite dans le programme Petites Villes de demain et qui est conseiller communautaire délégué au commerce et à l'artisanat dans cette Comcom. Et qui est accompagné de son manager de commerce, Anthony Martinez. Juste les petites précisions de vigueur, bien évidemment. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants dans l'onglet questions-réponses tout au long des présentations. On y répondra à l'écrit, parfois à l'oral. Je vous propose tout de suite de commencer par ce témoignage de la Comcom du Pays de l'Arbrel. Monsieur le maire, je vous en prie. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci. Merci. Je sais que le temps est limité, donc on va aller très vite. Je n'ai pas prévu de présentation de la communauté de communes de l'Arbrel. On va parler directement du vif du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette intervention sur l'immobilier commercial sur notre territoire. Donc, on a la chance depuis 2017 d'avoir à notre communauté de communes un manager de commerce qui est à mes côtés, Anthony, qui prendra la parole sur quelques thématiques. Et comment on a un peu posé le postulat sur notre territoire. On commence par le plus facile, effectivement, c'est de faire l'inventaire. L'inventaire des locaux vacants, c'est facile, c'est visible. On peut prendre le contact avec les propriétaires et on peut avoir du rendez-vous physique directement, et on peut surtout travailler sur les problématiques liées à cette vacance. Toute cette problématique, nous proposons de l'accompagner le plus souvent par des aides à l'investissement pour les futurs repreneurs afin de dynamiser ces commerces. Alors attention, on ne se substitue pas du tout à l'agent commercial immobilier. Au contraire, c'est des partenaires qui sont de notre côté et qui nous aident justement à travailler sur cette thématique. Plus difficile par la suite, c'est vraiment anticiper. Et c'est ce que l'on essaye de faire au mieux, anticiper la fin des baux commerciaux. Là, ça passe vraiment par du terrain aussi, mais surtout d'avoir notre manager commerce qui soit identifié comme tiers de confiance auprès de tous nos partenaires pour justement créer ce lien et pouvoir anticiper la fin de ces baux commerciaux pour pouvoir traiter justement ces problèmes structurels de vacances. Concernant les vacances, 2 points, la vacance structurelle et conjoncturelle, qu'Anthony va vous détailler sur notre territoire. Alors, bonjour à tous, je suis Anthony Martinez, manager commerce à la communauté de communes. Donc effectivement, quand on a démarré cette mission sur la politique locale du commerce, l'un des premiers sujets, c'était effectivement de repérer la vacance commerciale dans les centres-bourgs, et principalement sur le centre-ville de l'Arbrel, qui est la plus grosse centralité en fait, de notre territoire, qui est petite ville de demain aujourd'hui. Et surtout, dans cette vacance commerciale, c'est d'identifier notamment la vacance structurelle de la vacance conjoncturelle, puisqu'on a une vacance commerciale qui ne permet plus aujourd'hui d'accueillir des activités commerciales ou artisanales sur certains locaux.
Et donc se pose la question de la requalification de ces locaux. Donc là, on va être sur une vacance qui risque d'être plus problématique, qui peut durer dans le temps. Et à contrario, on a une autre vacance qui est plutôt conjoncturelle, qui généralement, quand on a un porteur de projet, un commerçant qui ferme boutique, qui arrive au terme de son bail, il ne va pas toujours retrouver repreneur pour le fonds ou pour le droit au bail. Et donc là, on va se retrouver avec une vacance qui peut durer entre 6 mois et 1 an. Mais lorsque le local a encore une vocation commerciale ou artisanale, c'est-à-dire avec des surfaces qui soient suffisamment grandes pour accueillir une activité marchande, on arrive à trouver des repreneurs. On a également, pour lutter contre cette vacance, mis en place depuis donc, début 2019 une aide à l'investissement. Une aide à l'investissement qui est cofinancée par la région, qui permet de subventionner jusqu'à 30% l'aménagement des locaux commerciaux. Parce qu'on avait constaté que souvent le frein pour la reprise d'un local commercial, c'était souvent le coût au-delà du loyer, puisque on a des loyers qui sont plus ou moins attractifs. Quand on observe d'ailleurs les taux d'effort locatif de certains de nos commerces, on se rend compte qu'on est bien en dessous de la moyenne nationale. Donc, au niveau des loyers, ce n'était pas ça qui était problématique, c'était plutôt le coût de l'aménagement des locaux. Et le meilleur moyen de doper en fait cette reprise de locaux commerciaux, c'était justement de donner un coup de pouce sur ces subventions. Un mot aussi sur les ERP. On a vu apparaître de plus en plus de locaux qui sont utilisés à des usages purement de stockage. Alors ça, c'est des locaux qui sont extrêmement froids pour le centre-ville, parce que ça ne génère pas de flux. Ou, par exemple, une agence immobilière qui va utiliser un emplacement premium pour exploiter des vitrines, pour faire sa communication. Et là, on a effectivement des mètres carrés qui sont perdus pour le cœur de ville. Et là, c'est des phénomènes qu'on cherche à éviter sur le centre-ville. Dans votre autre diapo, vous avez montré de la vitrophanie. On traite aussi ponctuellement la vacance par ce type d'image, la vitre sur la slide de droite, un local vide avec de la vitrophanie. Vous pouvez voir sur la photo de gauche, c'est le boucher qui est sur la vitrophanie à côté le fleuriste, qui donne envie, qui donne toujours de la gaieté dans un quartier où le local est fermé et qui donne un peu d'animation. À titre d'exemple, sur l'Arbrel, au centre-ville, pendant les 2 mois avant les vacances de Noël, il y a une vitrine au centre-ville d'une rue piétonne qui était fermée, qui était vacant. La collectivité a reloué pendant 2 mois le local et a donné libre cours à l'association de commerçants du territoire pour en faire une vitrine magique. Et c'est eux qui ont fait cette animation de vitrine. Et ça a donné du dynamisme dans ce petit quartier et de l'intérêt, en tout cas, pour les habitants. Et surtout, ça n'a pas apeuré les commerçants d'avoir cette dent creuse au milieu pendant les fêtes de Noël. Donc, voilà un peu la stratégie qu'on peut utiliser, mais c'est de la stratégie éphémère. Et puis, il y a aussi de nouvelles structures, de forme juridique pour maintenir le commerce en zone rurale. Alors, petite ville de demain, c'est les bourgs centre-bourgs, mais les bourgs périphériques, on a dans le cadre d'une commune à côté, à Courzieux, une association qui maintenait un commerce de proximité qui va se mettre en forme de SIC, je vous rappelle, la Société coopérative d'intérêt collectif, en partenariat avec la mairie pour maintenir ce service à ses habitants. Voilà. Et pour faire tout ça, eh bien, notre programme sur Petite Ville de demain, entre autres, et pas que, c'est le meilleur moyen de lutter contre la vacance aussi, c'est de soigner sa visibilité et sa commercialité de son centre. Et comme qui dirait, qui mieux qu'un commerçant pour attirer le client que le commerçant lui-même et de son commerce, c'est d'avoir cette visibilité par rapport aux nouveaux moyens de communication que sont l'Internet. Et pour le coup, l'action là d'un manager de centre-ville de proximité qui participe au développement
d'un référencement sur Google Maps pour l'ensemble des commerces, de vérifier le bon référencement, de vérifier la bonne tenue des informations, d'actualiser des fiches. Enfin, vous savez, les réseaux sociaux, il faut il faut que ça soit actualisé régulièrement. Donc ça demande énormément de temps, de présence, et qui donne une visibilité totale vers une nouvelle sorte de communication et qui nécessite aussi l'envie de mettre des commerçants sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça vient vraiment dans un programme dont on a incité notre association de commerçants à s'y mettre. Je crois, Anthony, au niveau de notre CAPA, notre association, on les a vraiment mis le pied à l'étrier. Oui, parce qu'en fait, alors le meilleur moyen de soigner la commercialité d'un centre, c'est évidemment de générer des flux. Et en fait, on a utilisé le numérique pour recréer des flux dans le centre-ville à travers l'association de commerçants. On les a presque obligés en fait, à référencer tous les événements physiques à proximité du centre-ville qui pouvaient être générateurs de flux de consommateurs. Également, quelque chose qui préoccupe de plus en plus les commerçants, c'est de répondre à leurs problématiques sur les avis clients. Et là, le fait de leur mettre le pied à l'étrier avec Google My Business, ça leur permet de leur expliquer les enjeux des avis clients pour maintenir en fait un flux dans les commerces. Et effectivement, ponctuellement, pouvoir animer avec des opérations un peu en one-shot, comme ça a été le cas donc, en fin d'année dernière sur une opération de bon d'achat bonifié, donc, qui a permis justement d'avoir des dotations pour les clients pour redynamiser le commerce local et redrainer des flux dans les commerces physiques, en fait. Voilà. Alors attention, effectivement, de ne pas non plus trop user de cette stratégie qui peut être après vraiment source d'incitation à injecter effectivement de l'argent public dedans, mais de redynamiser et de mobiliser en fait les consommateurs et les commerçants sur le fait de donner de cette énergie sur cette partie commerce. Et en fait, c'est en fait le miroir que peut donner l'attractivité commerciale de nos centres et le partenariat qu'on peut mener, en tout cas celui qu'on veut mener sur le territoire des Pays de l'Arbrèche. Voilà, je ne sais pas si on a essayé de faire vite, c'est assez dense. Vous êtes parfait, vous avez fini avec 1 minute d'avance par rapport au chrono prévu. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir respecté la synthèse nécessaire pour tenir le format. Il y a énormément de questions pour vous dans l'onglet questions-réponses. Donc, si ça vous convient, et j'espère que ça conviendra aux plus de 340 participants de ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre engouement pour ce beau sujet essentiel pour la revitalisation des centres-villes, et centres-bourgs et des territoires plus généralement. Donc, ce qu'on vous propose, si ça vous convient, Monsieur le maire, Monsieur Martinez, c'est de répondre à tout ce qui vous semble pouvoir être répondu par écrit. Et puis, comme ça, on regardera à la fin les questions qui nécessitent peut-être un éclairage à l'oral, et comme ça, on peut poursuivre dans le déroulé. Mais voilà, sachez en tout cas que visiblement, votre témoignage a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup d'interrogations pour avoir des détails sur… Alors, j'ai découvert le terme vitrophanie, donc moi, j'ai enrichi mon vocabulaire avec vous. Voilà, donc je vous laisse peut-être, si ça vous convient, regarder ça, et puis on revient ensuite sur les questions qui le nécessiteraient. Merci beaucoup pour à la fois cette vision et puis ce plan d'action très structuré que vous nous avez présenté. Moi, je me permets aussi d'insister sur un point dont on a parlé à plusieurs reprises et qui fait l'objet souvent d'interpellations, d'interrogations des élus qui ne connaissent pas le métier de manager de commerce ou manager de centre-ville, qui parfois nous interrogent, mais en fait, ça va me servir à quoi? Je pense que votre intervention à 2 voix montre bien tout l'intérêt que peut avoir un expert sur le sujet dans un territoire, et quelqu'un qui a aussi le temps à consacrer, toute son énergie à consacrer à développer un plan d'action aussi structuré et à le mener à bien au fil des 4 saisons. Et d'ailleurs, comme vous le savez tous, j'espère, mais la Banque des territoires vous propose, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, de vous aider à l'emploi d'un manager de commerce ou manager de centre-ville auprès de vous pendant 2 ans à hauteur de 20 000 € par an. Si cela vous intéresse, il faut vous dépêcher d'adresser cette demande
à la Banque des Territoires puisque c'est une mesure liée au plan de relance, donc il y a une date d'expiration. Donc il s'agit de vous dépêcher si ça vous a convaincu. Peut-être par rapport à tout ce que vous avez dit, ça soulève deux volets qui tombent bien, que nous avons prévu d'aborder dans la suite. La question de la maîtrise foncière et également quel accompagnement pour les commerçants et les artisans. Donc, on vous propose de poursuivre sur ces deux angles-là. On va démarrer par comment appréhender quels outils pour la maîtrise foncière. Et pour ça, je vais céder la parole sans tarder à Monsieur Sylvain Brier, directeur de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Alors, si vous me permettez ce petit mot, Monsieur Brier, pour les EPF, essayer, c'est l'adopter. En tout cas, c'est ce que nous disent la plupart des élus. Donc, je vous laisse peut-être présenter quel rôle peut jouer un EPF sur ces questions de gestion de cette vacance commerciale. Bonjour à tous, merci. Déjà, vous précisez un peu quels sont le rôle des établissements publics fonciers, parce que vous voyez à l'écran une carte du territoire couvert par les EPF. Il y en a à peu près 35 en France, 10 qui ont été créés à l'initiative de l'État, que vous voyez en bleu, et en orange sont ceux créés à l'initiative de collectivités locales. Il faut savoir que le métier est le même, mais chaque EPF a son histoire, son modèle économique. Et donc, préciser aussi qu'en fait, le rôle d'un établissement public foncier, c'est complémentaire de ce qui sera sans doute présenté après des foncières qui sont des investisseurs dans les murs. L'EPF s'occupe du portage temporaire dans l'attente d'un projet. Voilà. Donc, on accompagne les collectivités en conseil, à élaborer des stratégies foncières, à repérer éventuellement les fonciers disponibles. Et derrière, on achète pour le compte de la collectivité les fonciers qui sont identifiés, soit par acquisition amiable, soit par voie de préemption. Et dans certains cas, de l'expropriation. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, en matière de vacances commerciales, on recoupe tous les métiers de l'EPF, et notamment donc, la partie stratégie foncière, c'est-à-dire le repérage et puis surtout d'identifier les dynamiques. Le traitement des friches, donc ça c'est en devenant propriétaire et en retravaillant. Après, je vous montrerai quelques exemples d'intervention. La sauvegarde du dernier commerce aussi, ça passe des fois par un volet immobilier et une maîtrise immobilière. Et tout ce qui est renforcement de l'offre de services. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exemples que l'on a menés en Nouvelle-Aquitaine. Je précise qu'en Nouvelle-Aquitaine, l'EPF de Nouvelle-Aquitaine ne couvre pas la totalité de la Nouvelle-Aquitaine. On couvre 10 départements sur 12 parce que les autres départements, donc à savoir les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, sont couverts par un EPF d'initiative locale. Un exemple dans le programme Action Cœur de Ville, c'est sur Cognac, où on a acheté par préemption un immeuble et on teste un usage temporaire du commerce avec une opération qui s'appelle Ma Boutique à l'essai. Alors, peut-être que c'est une association nationale qui gère ça, dont on a adhéré pour tester. Et ça permet de tester de l'activité économique sur des locaux vacants avec un appui du réseau des chambres de commerce et aussi de banques, d'un réseau bancaire et de commissaires aux comptes qui vont accompagner les porteurs de projets dans l'établissement de leur projet. Voilà. Un autre exemple, si on peut passer à la diapo suivante, c'est une gestion de friche, où là, finalement, le choix, on est devenu acquéreur à Saint-Aignan, c'est à côté de Rochefort, en Charente-Maritime, où on est devenu propriétaire d'un supermarché qui n'a pas très bien marché, parce qu'il a fermé 5 ans après son ouverture. Et donc, la commune, on a transformé le bâtiment en équipement public et il y a un projet de logement qui va être réalisé sur le parking. Et effectivement, c'est la disparition d'un commerce et qui n'avait pas trouvé son marché. Exemple suivant, c'est sur Marennes, donc qui est labellisé Petite Ville de demain. Donc, c'est toujours en Charente-Maritime, juste avant l'île d'Oléron, où on est intervenu sur une zone d'activité économique sur de la maîtrise partielle de foncier vacant. Et l'idée, c'est de restructurer et de densifier l'activité économique, et notamment par du commerce,
en augmentant le nombre d'emplois à l'hectare, parce que le foncier est très recherché dans cette zone-là. Et donc, l'idée, c'est d'être plus efficace dans ce domaine. Alors, sur un autre exemple, là, c'est plus dans un petit village, même si ça fait 1250 habitants, mais c'est en Gironde, à Lussac, où on a acheté à la demande de la mairie une maison d'habitation pour y installer une boulangerie-pâtisserie. Donc, on a mis à disposition de la commune le bien et qu'elle va nous racheter dans quelques années, ou soit sera vendu directement au commerçant si celui-ci, avec son chiffre d'affaires, est en mesure de pouvoir devenir propriétaire. Enfin, Échiré, donc là, on remonte au nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est dans l'ancien Poitou-Charentes, tout au nord, dans les Deux-Sèvres, où là, on a accompagné une commune qui est dans la périphérie de Niort, dans la reconfiguration de tout son centre-ville, et notamment en mobilisant du foncier où il y avait une supérette pour y faire une halle de marché et différents commerces sur une belle place. Ensuite, à Duras. Donc là, Duras, je crois que c'est Petite Ville de demain aussi. Et donc là, c'est une opération très intéressante, puisque vous voyez la photo prise par drone. C'est un restaurant qui est très dynamique et qui souhaitait s'étendre. Et le bâtiment mitoyen que vous voyez sur la gauche du store rouge a été mis en vente, et à la demande de la mairie, l'EPF l'a préempté de façon à le réaffecter au restaurant pour qu'il puisse étendre son commerce. Et donc, le temps qu'il monte tous les prêts bancaires voilà, pour pouvoir acheter, on a porté le foncier et on lui a revendu. Donc, ce qui a permis de maintenir et d'étendre une activité économique. Et je crois que c'est le dernier, c'est à Ouaré, non, c'est l'avant-dernier. À Ouaré, donc là, c'est dans le pays de Châtellerault, donc dans le nord de la Vienne, où on a racheté à la demande de la mairie un ancien restaurant qui était fermé. Donc, dans le cadre d'un appel à projet avec des financements participatifs, on a cédé. Alors là, on a fait une innovation un peu particulière, c'est qu'on a cédé dans un premier temps l'usufruit à la commune de façon à ce qu'elle puisse signer un bail commercial, et avec un couple de restaurateurs qui a fait aussi des investissements. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et donc, dans quelques années, on vendra la nue propriété à la commune. Et éventuellement, c'est le commerçant qui reprendra la totalité du commerce. Voilà. Et enfin, à Waron, c'est une opération un peu plus ancienne. Donc, c'est un village rural où on a, avec l'aide des collectivités qui ont fortement subventionné le projet, on a procédé à la démolition, et derrière, la SEM départementale a reconstruit un commerce qui était aux normes pour assurer l'épicerie du village. Voilà. Voilà quelques exemples d'intervention. Donc, c'est vraiment très orienté foncier. Les EPF interviennent à la demande des collectivités pour des portages temporaires. On précisait effectivement ce que je disais au début de mon intervention, c'est que les établissements publics fonciers ne se positionnent pas comme investisseurs de long terme, mais comme monteurs de projets. Voilà. Derrière, en aval, il peut y avoir des outils type foncière qui peuvent être mis en place. Merci beaucoup, Monsieur Brier, pour cette présentation de l'EPF et ce panorama très vaste, effectivement, de types d'intervention. Alors, pour répondre à plusieurs questions, oui, le support de présentation de l'ensemble des intervenants est d'ores et déjà disponible. Vous avez le lien dans le chat. Oui, l'ensemble de nos rendez-vous sont disponibles en replay la semaine suivante, le temps qu'on les charge sur notre chaîne YouTube. Et également, dans les prochaines semaines, vous sera mis à disposition une synthèse écrite, enfin une synthèse, donc ça ne sera pas exhaustif. Vous pourrez toujours vous référer au replay si vous voulez tout avoir de cette semaine thématique. Donc peut-être pour poursuivre cette partie, voilà, quels outils pour travailler sur la maîtrise foncière, je vais céder la parole à Jérôme Spanek de la Banque des Territoires. Jérôme, si ça vous va, c'est vrai que peut-être avoir votre éclairage côté Banque des Territoires, quelles sont les causes finalement de la fragilité commerciale, pourquoi on a ces difficultés de maîtrise foncière, et voilà, comment la Banque des Territoires peut intervenir là aussi dans sa palette d'outils.
Oui, alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Et Très bien. Très bien. Je remercie M. Brier pour la présentation des exemples qui sont finalement très éclairants de ce qui peut être fait sur les territoires dans le but justement de les redynamiser d'un point de vue commercial et finalement de lutter contre la vacance commerciale. Alors, finalement, la maîtrise foncière ou la maîtrise de l'immobilier, c'est un des moyens parmi tant d'autres. Et il faut bien combiner l'ensemble de ces moyens pour justement combler la difficulté de la vacance commerciale qui finalement est la conséquence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. On sait bien que la vie de commerçant aujourd'hui est une vie difficile, dans un environnement particulièrement mouvant, avec exposé à des mutations profondes, que ce soit la nécessité d'être maintenant multicanal, que ce soit du fait évidemment de la concurrence Internet, du fait des modifications de la mobilité. Et finalement, pour un commerçant aujourd'hui, la question de rester dans son local ou de le quitter pour aller s'installer ailleurs, ou alors de prendre un local, c'est une question qui est liée à un environnement. Dans le slide que vous voyez à l'écran, il y a un certain nombre de caractéristiques liées à cet environnement et essentiellement liées à la structure de l'offre commerciale qui est présente. Ça, c'est pour des villes peut-être un peu plus grandes, mais se pose finalement la question de la concurrence entre telle et telle implantation, entre la question de la dynamique de l'implantation, du plan de merchandising ou de marchandisage qui est proposé par la collectivité dans la maîtrise de son appareil commercial et finalement la question de l'environnement urbain qui est proposé pour permettre cette dynamique, tant en termes d'accessibilité, finalement, qui va se traduire en termes de flux, et tous les facteurs de commercialité qui permettent, je pense notamment à l'expérience client, qui permettent aux commerçants de bien faire son travail, sont des éléments sur lesquels les collectivités peuvent influer. Alors, notre moyen d'intervention, pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, va concerner l'approche immobilière finalement. L'approche immobilière, elle peut se prendre par différents canaux. Nous, on a choisi de pousser un programme qui vise à créer une centaine de foncières, c'est un chiffre approximatif, mais finalement sans outils d'investissement dans des murs commerciaux qui ont pour vocation à transformer durablement le paysage commercial des villes pour permettre notamment de combler la vacance commerciale. En réalité, ces foncières, ce ne sont qu'un outil au service d'un objectif et d'une stratégie de territoire. Cette stratégie, elle peut avoir pour vocation, pour ce qui est de la vacance, de faire venir une nouvelle population dans les centres-villes ou dans les centres-bourgs, ou faire en sorte à ce que justement cette population puisse s'y maintenir. Et donc, il est absolument indispensable que cette dynamique, elle soit portée par la collectivité, qu'elle soit portée par l'ensemble des opérateurs qui s'intéressent à la question commerciale, et que ça permette ensuite d'assurer sur la durée la continuité de ces objectifs. Alors, sur le slide, vous voyez la question de la régulation des prix de l'immobilier. Ce n'est qu'un des éléments que les foncières ont comme objectif, qui se pose dans certaines communes, mais pas du tout partout. On peut être confronté à des questions de vacances commerciales parce que les locaux sont inadaptés, soit parce qu'il y a des questions de mise aux normes PMR notamment qui sont importantes à mettre en place, soit parce qu'il y a des questions de taille de cellules qui sont plus adaptées à ce que les commerçants ont pour nécessiter aujourd'hui dans leur cahier des charges,
soit des questions de hauteur sur le plafond, enfin tout ce genre de choses qui font que finalement aujourd'hui l'appareil commercial n'est pas adapté et la transformation est coûteuse. Donc l'une des solutions qu'on a proposées, c'est de mettre en place ces foncières. Une foncière, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil d'investissement qui va acheter un certain nombre de murs dans un programme global, qui va les réhabiliter, qui va les restructurer parfois, qui va les commercialiser et qui va les porter sur la durée, avec parfois une cession aux commerçants utilisateurs des murs. Ce sont des programmes qui sont relativement longs, on est sur des durées de l'ordre de 10 à 15 ans. Ce sont des structures dans lesquelles la Banque des territoires est minoritaire. L'opérateur public est en général, que ce soit une SEM ou une collectivité, est en général majoritaire au capital de cette SAS ou de cette. Enfin, c'est parfois une SAS et parfois ça prend d'autres formes juridiques, mais de la société qui porte cette activité de restructuration. Et la Banque des territoires a choisi de soutenir la mise en place de ces foncières également en dotant les collectivités de la possibilité de faire financer leurs études, que ce soit des études ante-création de la foncière ou que ce soit des études au moment de la vie de la foncière, c'est-à-dire lorsqu'il y a des actifs immobiliers qui sont prévus pour rentrer dans la foncière et sur lesquels il y a des études de capacité, par exemple, qui sont à prévoir. Donc, on a doté de moyens très conséquents dans le cadre du plan de relance ces foncières pour pouvoir se mettre en place, qu'elles puissent également émarger à un fonds de subvention qui a été mis en place par l'État, qui s'appelle le Fonds de restructuration des locaux commerciaux. Donc, il y a je ne vais pas détailler maintenant l'ensemble de ces mesures d'accompagnement financier, mais je crois qu'il est aujourd'hui très facile pour une collectivité de s'intéresser à la question de la maîtrise de son foncier dans la vocation d'une dynamique commerciale. Se pose la question pour les PVD, pour les PVD et pour les communes peut-être un peu plus petites de la taille critique, puisque ce sont des structures qu'il faut faire vivre dans la durée, qu'il faut alimenter en nombre d'actifs. Mais on a un certain nombre de solutions et des échelles départementales ou régionales peuvent être, par exemple, des bons supports pour permettre à ces foncières de se développer. Merci Jérôme. Effectivement, il y a un fort enjeu de quel est la bonne échelle. Je vois une question, quelle est la bonne échelle pour recruter un manager de commerce, quelle est la bonne échelle d'intervention sur la foncière. Et je crois, comme Jérôme, vous le disiez, sur une foncière, on est plutôt dans une logique de mutualisation. Enfin, je me permets de le dire peut-être de manière, en général, l'échelle d'une commune, petite ville de demain, ça va pas être une échelle de foncière. En revanche, plusieurs petites villes de demain ensemble peuvent être une échelle intéressante pour une foncière et tout le travail de logique de travail territorial. Alors, sur l'échelle pertinente pour un manager de commerce, je laisserai les collègues répondre. De mémoire, j'ai l'impression que c'est assez souvent lié à la communauté de communes, lié aussi aux compétences, en fonction des compétences de la Comcom. Mais là encore, ça vous, il y a une discussion locale qui peut permettre d'avoir des échelles infra ou supra. Merci beaucoup pour ces deux éclairages sur la maîtrise foncière. Il nous reste 25 minutes, donc nous allons nous hâter tranquillement sur la deuxième partie très importante de ce webinaire, quand on parle de comment lutter contre la vacance commerciale. Derrière, il y a également quelles sont les possibilités d'accompagnement des commerçants et artisans. Alors, il y a
de très nombreux leviers, comme toujours. On a évoqué dès l'introduction avec le témoignage de la Comcom du Pays de l'Arbrel le rôle du manager de commerce si M. Martinez me permet ça, c'est un outil finalement pour accompagner les artisans et les commerçants. C'était aussi le témoignage du maire de Grenade-sur-Garonne lundi, le rôle de l'humain finalement dans cet accompagnement qui est tout à fait déterminant. Il y a la possibilité de bénéficier de soutien en ingénierie dans le cadre du plan Petite Ville de demain, notamment via des interventions que peut soutenir la Banque des Territoires dans le cadre du programme. Et aujourd'hui, on a fait le choix collectif de revenir sur 3 acteurs qui nous semblent vraiment pouvoir être à vos côtés sur cette démarche d'accompagnement des commerçants et artisans, à savoir les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat et Initiative France. Donc, sans grande originalité, je vous propose de balayer les modalités d'intervention et ce que peuvent vous apporter ces partenaires essentiels dans justement la lutte contre la vacance commerciale, en commençant dans l'ordre que j'ai cité, à savoir donc par les chambres de commerce et d'industrie. Monsieur Crickler, vous êtes directeur de l'action territoriale et de la prospective à la CCI Caen Normandie. Et je crois que vous allez nous présenter l'outil CityDesk en bon français. Je vous laisse la parole. Bien, écoutez, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfaitement. Alors, moi qui suis très bavard, je vais essayer de vraiment être condensé pour tenir les 5 minutes. Donc, juste un premier élément, simplement pour rappeler très, très rapidement, que c'est vrai qu'au niveau national, n'hésitez pas à solliciter vos chambres de commerce et d'industrie parce qu'en fait, on est vraiment présent auprès des territoires pour vous accompagner dans vos actions en faveur du commerce et de l'attractivité. Voilà. Et ça, je dirais, ça passe à la fois par de l'observation, de la stratégie, et puis surtout, par ce qui est le plus important peut-être, la mise en œuvre d'actions concrètes. Donc, on peut intervenir comme ça sur vos centres-villes, centres-bourgs, sur des actions particulières et sur un grand champ de compétences. À titre d'exemple, je rappellerai simplement qu'on est actuellement mandaté par l'État pour mener des actions en faveur de la transformation numérique des commerces et aussi la transition écologique des commerces. Je veux bien qu'on passe au slide suivant. Voilà. Donc, l'objectif du jour, c'est plutôt de vous présenter un outil, faire un focus sur un outil particulier qu'effectivement, en bon français, on a choisi d'intituler CCI CityDesk. Vous dire qu'effectivement, c'est un outil normand. Aujourd'hui, il est déployé depuis quelques années en Normandie, il a fait ses preuves, puisqu'on couvre quasiment avec cet outil-là l'intégralité des territoires labellisé Action Cœur de Ville. On est en cours de déploiement autour des territoires Petites Villes de demain. Aujourd'hui, on travaille avec une quinzaine de territoires Petites Villes de demain. À noter aussi que c'est un outil qui se déploie bien et avec un fort soutien de la préfecture de région et de l'État sur le déploiement de cet outil, puisqu'en fait, il y a une incitation, une aide financière assez importante, puisqu'il y a un coût de prise en charge du déploiement de cet observatoire de 80%. Voilà, cet observatoire est pris en charge à hauteur de 80% par le service de l'État en région. Donc là, on va voir un outil, mais ce qui est surtout important et intéressant, c'est la philosophie qu'il y a derrière cet outil, puisqu'en fait, vous pouvez trouver d'autres outils déployés qui vont faire à peu près équivalent sur tous les territoires. Je pense que si vous allez voir votre chambre de commerce et d'industrie, vous trouverez des outils équivalents. Ce qui est intéressant surtout, c'est la philosophie dans laquelle on s'inscrit. Et puis j'insiste bien moi, sur le fait que des outils comme ceux-ci, observer, c'est bien, mais la finalité pour nous derrière, c'est réellement d'embrayer sur des projets et de la mise en action concrète. C'est à ça que ça doit servir aujourd'hui. Un outil tel que celui-ci, pour un territoire Petite Ville de demain, au début de projet, ça doit lui servir à poser son diagnostic, ça doit lui servir de ce fait, à partir de ce diagnostic, à définir son programme d'action, ça doit lui servir à animer une communauté d'acteurs sur le territoire, commerçants, élus, à les faire travailler ensemble, à faire sur un projet, et puis ça doit servir sur la durée à mesurer l'impact du projet et des actions, savoir si à un moment donné, les actions menées en faveur de la dynamisation de centre-ville, centre-bourg ont porté leurs fruits. Donc je veux bien qu'on passe au slide suivant, s'il vous plaît. Pour vous expliquer à un moment donné concrètement comment ça fonctionne, c'est très simple. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de dire que les outils sont magiques. Les outils, aujourd'hui, font tout.
C'est plus le nerf de la guerre aujourd'hui, les outils. Enfin, je ne sais même pas si ça l'a déjà été un jour d'ailleurs. Le nerf de la guerre, en fait, c'est la donnée. Vous voyez, par exemple, sur le slide que vous avez, la carte que vous avez sur votre gauche, en fait, techniquement, c'est assez simple, hein, avec les SIG, etc. On s'amuse, on fait tout ce qu'on veut. On définit des périmètres d'observation, on géolocalise un certain nombre d'établissements. Vous voyez, c'est tous les points de couleur que vous avez. Et à partir de là, on va chercher tout un ensemble d'éléments d'information. Vous l'avez juste à côté. Là, on vous a juste mis quelques petites fiches d'information où on trouve comme ça, là apparaissent requalification de l'activité fine, la surface de vente, le chiffre d'affaires. Mais on va chercher comme ça en profondeur, par exemple, 35 indicateurs, nous, en Normandie. L'état des façades, les loyers, le niveau d'autonomie décisionnelle du commerçant, etc., etc., la présence ou non de vente en ligne, enfin de sa présence web. Et c'est parce qu'on a en fait cette finesse d'indicateur, hein, et c'est ce qui fait aujourd'hui, je dirais, un peu notre force dans le réseau consulaire et en chambre de commerce et d'industrie, c'est que vraiment notre raison d'être, en fait, c'est d'être sur le terrain, en proximité des entreprises, parce que ces indicateurs-là, ces informations-là, quand vous avez un centre-ville, centre-bourg avec 150, 200, 300 commerces, il n'y a pas de miracle, je dirais, c'est du porte-à-porte, il faut aller voir les entreprises, il faut discuter avec elles, il faut dialoguer, il faut leur demander de communiquer toutes ces informations-là. Et c'est parce qu'on arrive à avoir toutes ces informations-là qu'à un moment donné, on est pertinent pour poser le diagnostic et on est aussi pertinent pour réfléchir au plan d'action. Vous voyez quelques exemples. Par exemple, vous avez une carte de chaleur au niveau central où on voit tout de suite, effectivement, donc plus c'est foncé, plus on est vers le rouge, on est basé là sur le chiffre d'affaires, plus le chiffre d'affaires généré est important. Donc, on voit tout de suite à un moment donné quelles sont les rues numéro 1, quelles sont les rues sur lesquelles on génère le plus de chiffre d'affaires. Des points parfois rouges en eux-mêmes, ce qui signifie qu'on a à un moment donné des générateurs de flux, des générateurs de chiffre d'affaires globalement assez importants. Bien sûr, un graphe radar ensuite derrière avec la composition de l'offre. Et c'est parce qu'on a, comme je dis, tous ces indicateurs sur la vacance, sur l'état des façades qu'on peut vraiment analyser finement. Par exemple, la carte que vous avez pour finir sur la droite, vous retrouvez les triangles rouges, ce sont les locaux vacants qui sont disponibles depuis au moins 2 ans. Voilà. Et les points bleus, ce sont par exemple tous les commerçants de moins de 45 ans qui nous ont dit avoir un projet de cession de leur établissement. Et la vraie question, c'est après, ensuite, comment on travaille ensemble, comment on fait travailler les commerçants, les élus, les représentants, différents représentants du territoire pour travailler sur le projet et le programme d'action. Merci beaucoup, Monsieur Crickler. Je n'irai pas plus loin. Vous avez les coordonnées de vos contacts en région si des déploiements de ce type de dispositif et d'accompagnement peut vous intéresser. Merci beaucoup. Il y a eu pas mal de questions qui ont été relayées pour vous, donc je vous invite à consulter l'onglet questions-réponses pour pouvoir apporter quelques éléments d'éclairage. Et merci beaucoup pour cette présentation qui répond en partie à certaines questions qu'on avait en ouverture. Comment qualifier cette vacance et objectiver ces phénomènes-là. On va ensuite, je vais avoir le plaisir de céder la parole à Madame Marianne Villeray, qui est chef du service politique territorial et financement public à la Chambre des métiers et de l'artisanat au niveau national, à CMA France, pour nous présenter l'intervention des CMA et quelques exemples que ça peut apporter. Merci beaucoup de me passer la parole. Moi, je vais intervenir sur effectivement l'accompagnement que peuvent apporter les CMA dans un projet de lutte contre la vacance commerciale, de revitalisation commerciale et artisanale. Et dans un premier temps, je voudrais insister sur l'artisanat, parce qu'on parle de vacance commerciale, mais quand on parle de tissu commercial d'une ville, une petite ville, n'importe quelle ville, on a beaucoup d'artisans. Des artisans qui sont des entreprises qui présentent des spécificités, et quand on intervient pour réimplanter de l'artisanat, ces spécificités présentent une importance majeure. Donc une entreprise artisanale, c'est une petite entreprise, mais c'est une petite entreprise qui peut grandir, qui du coup peut exprimer des besoins spécifiques au cours de sa vie. C'est une entreprise qui a une dimension métier, parce qu'il y a l'introduction d'un savoir-faire, de la production, de la transformation, de la réparation, de la prestation de services. Et ça a une implication importante au niveau immobilier, au niveau réimplantation d'entreprise. Je vais pas m'étendre, on va essayer d'être court. Donc voilà, passons à la slide suivante. Donc le réseau des CMA accompagne les artisans et les questions, il représente les intérêts de l'artisanat
Les chambres de métiers et de l'artisanat sont à la disposition des artisans et des collectivités avec une offre de services personnalisée pour répondre à différents enjeux et à différentes cibles. On intervient auprès des chefs d'entreprise, on intervient auprès des porteurs de projets artisanaux, des jeunes et des adultes en reconversion au niveau de la formation. Et on intervient auprès des collectivités pour les accompagner dans leurs projets de développement économique sur leur territoire. Alors, on a un réseau régionalisé, hein, je voulais juste revenir sur la slide précédente. Donc, un réseau régionalisé depuis le 1er janvier 2021, mais les établissements régionaux, bien sûr, impliquent que derrière, il y a toute une implantation locale avec plus de 450 points d'accueil. Donc, des interlocuteurs qui sont au plus près de l'ensemble des petites villes de demain. Alors, les chambres de métiers, l'artisanat, elles ont une offre de services spécifique pour les territoires, hein, une offre qui consiste à vraiment connaître et identifier les besoins du territoire en se basant sur les données de l'artisanat, hein, en étant gestionnaire du répertoire des métiers auxquels sont inscrites toutes les entreprises artisanales. Et avec ces données, on va avoir les données entreprises, les données dirigeants. On va être en capacité de qualifier l'artisanat du territoire, d'identifier ses besoins, d'identifier les besoins du territoire aussi en termes de présence de l'artisanat, d'anticiper les mutations ou les besoins du territoire. Toute une action aussi des chambres de métiers et de l'artisanat auprès des collectivités et au bénéfice des entreprises pour développer et animer le territoire et l'économie de proximité, hein, avec l'accompagnement des projets de revitalisation, la réimplantation d'entreprises, l'accompagnement à la transmission, l'aide à la création de locaux adaptés, des actions collectives au bénéfice des entreprises, et notamment sur des actions de développement commercial, sur la digitalisation, la transition écologique et la formation pour répondre aux besoins en compétences que peuvent exprimer les entreprises du territoire, qui est un sujet d'ailleurs particulièrement prégnant en ce moment, au moment de la relance. Et enfin, donc un troisième volet d'accompagnement qui est la valorisation, hein, des activités qui sont sur le territoire de la collectivité pour permettre d'augmenter son attractivité auprès des habitants, auprès des touristes également. Plus précisément, la vacance commerciale, l'accompagnement des chambres de métiers et de l'artisanat, elle va déjà se manifester sur l'anticipation des risques de vacances. Et là, j'appuie particulièrement sur la nécessité de prévoir les reprises et les transmissions d'entreprises, enfin de prévoir les transmissions d'entreprises avec une action qui est particulièrement développée dans le réseau. On a un secteur de l'artisanat qui est l'un des plus concernés, hein, par les enjeux de transmission d'entreprise. On estime à 300 000 le nombre d'entreprises artisanales à reprendre dans les 10 ans, avec environ 30 à 40 000 entreprises artisanales à reprendre par an. Et là-dessus, avec effectivement les données des artisans, les données disponibles et les observatoires des chambres de métiers et de l'artisanat, il y a là un premier travail d'identification des entreprises à reprendre. Identification, prenons un exemple, hein, sur une commune, vous avez 3 bouchers qui ont plus de 60 ans. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se poser la question de la reprise, parce que dans les années à venir, c'est plus de boucherie. C'est aussi identifier les entreprises stratégiques parce qu'elles ont des savoir-faire qui sont spécifiques, parce qu'elles sont employeuses. Et donc, ce sont des entreprises qui devront nécessiter une attention particulière. Donc là-dessus, voilà, les chambres de métiers accompagnent les collectivités, elles qualifient les offres de reprise, elles sourcent les repreneurs, y compris les porteurs de projets qui seraient plus intéressés par une création pour les emmener vers la reprise. Il y a 500 000 offres qualifiées, hein, sur le site Entreprendre dans l'artisanat. Et puis, bien sûr, il y a l'accompagnement de la reprise en elle-même, du cédant, du repreneur, et puis du repreneur une fois installé, puisque c'est dans le début de son activité, hein, que les enjeux sont les plus, que les risques de défaillance sont les plus importants.
Ensuite, non, je peux revenir. Merci. Sur la lutte contre la vacance et sur la réimplantation d'entreprises, voilà, les chambres de métiers et de l'artisanat sont aussi aux côtés des collectivités pour intervenir dans la réimplantation. Et c'est là où la dimension métier dont je vous parlais en début d'intervention est cruciale. Donc au niveau de la dimension des besoins, de la définition des besoins, parce que on peut raisonner en filière, on est sur des métiers de transformation, on est sur des métiers qui peuvent se sourcer, qui peuvent venir aussi se développer grâce à la présence d'autres activités avec lesquelles elles sont en interaction. Ce sont des métiers qui présentent des spécificités en termes d'implantation sur le territoire. On ne va pas raisonner d'une manière identique quand on est sur une entreprise du bâtiment ou quand on est sur une entreprise de l'alimentaire en termes de zone de chalandise. Hein, pour le bâtiment. Pardon, excusez-moi, Madame Villeray, en fait, on a encore une intervention, on va vraiment finir à 15h, donc peut-être si vous pouvez terminer en 1 minute. J'insiste juste sur les spécificités de l'artisanat et sur le fait qu'on est sur des activités qui demandent des locaux qui n'ont pas uniquement une zone de stockage et une zone de vente, mais bien aussi une zone de transformation. Et c'est en ça que l'implantation des entreprises artisanales a besoin d'être anticipée et avec donc des modes opératoires que les chambres de métiers de l'artisanat connaissent bien et peuvent sur lesquels elles s'appuient pour accompagner les collectivités. Merci. Alors, j'ai juste un dernier petite slide sur des dispositifs qui sont valorisés dans le cadre de l'offre de services Petite Ville de demain. On a parlé d'accompagnement. Par contre, je suis vraiment désolée, on va passer, et puis, mais je pense sincèrement qu'on n'aura pas le temps, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est bien disponible. Tous les diapos, etc. Mais sinon, je crains qu'on n'ait pas le temps de céder la parole à notre dernière intervenante. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc, Madame Barlot, pour Initiative France, donc vous êtes directrice d'initiative Corrèze. Est-ce que vous pouvez nous présenter, donc vous l'aurez compris de manière synthétique, 5 minutes top chrono, et puis le webinaire sera terminé. Qu'est-ce qu'Initiative France et qu'est-ce que ça peut apporter aux entrepreneurs des territoires qui nous écoutent? Oui, donc bonjour à tous. Je vais essayer d'être très rapide, mais présenter effectivement notre réseau. Voilà, donc notre réseau Initiative France, qui est un réseau d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. Il y a 208 associations réparties sur le territoire. Donc, il y en a nécessairement une près de chez vous qui peut vous aider dans l'accompagnement de vos porteurs de projets. Alors, rapidement, nous avons 2 outils. Puisque je dois être très succincte, je pense que je vais présenter rapidement les 2 outils que nous avons. Nous avons d'abord un outil financier, puisque nous sommes en mesure d'accorder des prêts d'honneur à la personne à taux zéro, sans garantie personnelle, qui ont pour objectif donc de renforcer l'apport personnel du porteur de projet et de lui faciliter l'accès à un prêt bancaire. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, apprécié par les banquiers et qui permet de sécuriser de façon significative les projets. Avec cet outil financier, nous avons aussi un accompagnement. Donc, les consulaires en ont déjà parlé, mais j'insiste bien, nous avons un accompagnement à 3 niveaux. D'abord, nous accompagnons les porteurs de projets dans la finalisation de leur projet, c'est-à-dire que nous travaillons beaucoup sur validation du projet, identification des forces et faiblesses, et tout particulièrement sur l'aspect financier. Le deuxième accompagnement que nous proposons à nos porteurs de projets, c'est le passage devant un comité d'agrément. Ce comité d'agrément est composé donc d'experts du territoire, puisque nous sommes très attachés effectivement à aller rechercher les ressources sur le territoire, parce que c'est là où il y a la connaissance du territoire. Donc, ces comités d'agrément qui sont composés de bénévoles, des banquiers, des experts comptables, les consulaires sont présents, des chefs d'entreprise sont là pour valider, j'allais dire, le projet du porteur de projet. Et ensuite, nous avons un suivi post-création. Donc, ce suivi post-création a pour objectif d'aider l'entreprise dans son développement et de sa pérennisation. Et je crois que c'est un outil qui fonctionne bien, puisque au réseau Initiative France, 93% des entreprises qui ont été accompagnées par le réseau sont toujours en vie 3 ans après.
Alors, voilà pour nous. Donc, nos deux outils, vous l'avez compris, cet accompagnement et cet accompagnement financier. Et je voulais essayer de parler un peu d'expérience, de choses que nous avons pu mettre en place sur notre territoire. Alors, aujourd'hui, nous travaillons depuis un certain temps avec les élus, les communes. Sur la Corrèze, 13 villes, 13 communes ont été validées d'ailleurs petites villes de demain. Nous travaillons comment? Certaines EPCI, comme ça a été évoqué, ont mis en place des subventions pour les porteurs de projets. Et bien, certaines EPCI s'appuient sur l'instruction et la validation, j'allais dire, du prêt d'honneur pour accorder leurs subventions. L'objectif, c'est un gain de temps, c'est s'appuyer sur l'expertise d'Initiative Corrèze et de faciliter finalement pour le porteur de projet, lui faciliter les procédures, car c'est toujours ennuyeux d'avoir un certain nombre de nombreux dossiers à monter. Alors, dans les autres opérations qu'on est en train de mener, qu'on a menées, eh bien, on intervient, on a parlé des boutiques à l'essai. Alors, sachez qu'effectivement, on a commencé à travailler avec les élus pour mettre en place ce dispositif. Le PCI prenant en charge toute la partie foncière, vous l'avez évoqué, et nous sommes là pour accompagner donc les personnes qui souhaitent, j'allais dire, essayer une activité sur un local vacant. Donc, je pense que là, c'est un binôme qui fonctionne bien avec les élus et qui devrait, et qui, je crois, permet d'accompagner, oui, d'accompagner au mieux. On a aussi sur les autres expériences qui ont pu être portées par notre réseau sur des territoires, eh bien, nous pouvons, pour les territoires et les communes qui souhaitent, ou surtout EPCI, gérer des fonds, ce qu'on appelle des fonds territoriaux qui permettent d'accorder des prêts d'honneur spécifiques sur le territoire. Voilà, très brièvement, du coup, j'ai cherché à faire tellement succinct que j'espère que j'ai pas… C'est parfait, merci infiniment Madame Barlot. Comme pour toutes les présentations, tout sera en ligne et puis bien évidemment, on donnera les coordonnées Initiative France à ceux qui souhaiteraient vous contacter pour aller un peu plus loin. Alors, il est 14h58, il y a un nombre, plus de 30 questions qui ont été répondues par écrit. On affinera ça ensuite. Pour tenir notre timing, on ne va pas prendre d'échange à l'oral, donc voilà, on complétera ça dans la synthèse pour poursuivre. En tout cas, merci infiniment à toutes et tous d'avoir participé. Déjà, vous étiez plus de 340 participants à vous être connectés et ça souligne bien à la fois l'enjeu du sujet et l'intérêt que suscitaient les interventions de nos intervenants de choc. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu aussi de format très contraint. On en a bien conscience, mais c'était vraiment… moi, je trouvais ça intéressant, en tout cas. J'en profite aussi pour remercier, encore une fois, on ne le fait jamais assez, les artisans de cette semaine sur la revitalisation commerciale qui vous proposent cette programmation. Donc, Héloïse Thibault, au sein de l'équipe de l'ANCT à la direction de Programme Petite Ville de demain, qui concocte tous les événements club. Christophe de Mulder au ministère de l'économie. Christelle Brem au sein de l'ANCT référente commerce. Franck Chéniaud à la Banque des Territoires. Et Pierre Géralier, que je ne présente plus, et qui est donc sénateur honoraire et conseiller auprès de notre directeur général. Donc, pour ceux qui ont envie de creuser encore un peu plus tout ce qu'on a évoqué, notamment en début de webinaire, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h pour un format inédit dans le club. C'est à la suite de vos retours. On va essayer un nouveau format, les travaux pratiques. Ce qui veut dire qu'on va prendre un seul exemple et on ne va traiter que de vos questions autour de cet exemple, des outils pour lutter contre la vacance, autour du retour d'expérience de la petite ville de Benay dans le Pays de la Loire. Et demain à 14h, un autre rendez-vous sur comment recréer de la fréquentation dans les centres anciens et repenser les usages en centre-ville, en cœur de ville, avec 2 exemples, Oudon dans les Yvelines et Dieu-le-Fit dans la Drôme. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne journée.